permission, on va commencer. Je suis très heureux d'accueillir Joseph Ndouagnier, qui est un écrivain belge, donc un romancier belge d'origine rwandaise. Et je voudrais en deux mots vous expliquer dans quel cadre nous nous trouvons en fait et dans quel cadre il est venu. Moi, je suis Samir Mazouri, donc entre autres choses, je suis président de l'association tunisienne pour la pédagogie du français, c'est-à-dire en fait l'association tunisienne des enseignants de français, on va l'appeler comme ça. Et cette association, avec la maison de la francité de Bruxelles, représentée ici par Anne, donc Anne Vandendorp, organise un concours littéraire ayant plusieurs volets, un concours autour d'un thème, un concours annuel autour d'un thème à chaque fois. Les gens sont invités à participer à ce concours et un des volets du concours, c'est un échange d'écrivains en quelque sorte. Donc c'est dans ce cadre que Joseph Ndouagnier vient ici. Il a visité des écoles, il nous parlait donc de sa rencontre avec des élèves tunisiens. Et du côté tunisien, un écrivain tunisien va aller en Belgique bientôt. C'est Mohamed Harmed, donc jeune romancier tunisien, enfin nouvelliste, etc. Voilà globalement le cadre. Nous faisons ensemble un concours avec un volet tunisien, un volet belge et un volet international, doté donc de prix, etc. J'ai laissé donc à Ebn Sharfi la documentation, si ça intéresse quelqu'un, parce que c'est un concours ouvert donc aux enfants de 11 à 15 ans, et puis aux adultes de 16 jusqu'à la fin, quoi. Bon. Donc, je suis heureux d'accueillir Joseph Ndouagnier avec un petit regret, c'est que je n'ai lu que des extraits de l'œuvre de Joseph Ndouagnier, puisque nous venons de voir arriver les livres, et malheureusement, je dois dire que Christian Salins a sans doute participé à cette grande réunion qui a eu, cette grande réunion francophone qui a eu sur le livre, donc les États généraux du livre, qui a eu lieu en Tunisie. Et une des recommandations des États généraux, c'était une meilleure circulation du livre dans l'espace francophone. Il faut dire que ça ne circule pas toujours très bien, et j'espère que cette recommandation sera donc mise en œuvre. Donc je vais poser des questions à Joseph, donc à partir de la lecture de certaines parties de son œuvre seulement, et notamment donc de son dernier roman, En quête de nos ancêtres, publié par les Impressions Nouvelles en 2021, donc roman très récent, qui se passe en Bolivie. On va commencer par parler de ce roman. Donc, sachant ton histoire, disons ta biographie, tu avais dit tout à l'heure que les élèves tunisiens avaient cherché dans Internet, etc., et qui connaissaient des détails de ta biographie, on s'attend à ce que tu parles beaucoup du Rwanda. Ici, dans ce roman, tu parles de Bolivie. Donc, quelles sont les circonstances qui ont fait que tu as écrit ce roman? Le dernier, on parlera des autres après. Oui, bonsoir à tous. Merci de votre accueil. Et merci à vous, Samir, de m'interroger sur mon travail d'auteur. Eh bien, ce livre, il y a une longue histoire. En fait, je dirais que ce livre qui vient seulement d'être publié est né en 2000. Sauf qu'à ce moment-là, en 2000, je ne savais pas vraiment que ce livre allait naître aujourd'hui.
je me suis rendu en Bolivie en 2000 dans le cadre de mes activités de soignant. Je suis infirmier et je partais pour une expérience de travail dans un petit hôpital rural et qui pouvait ressembler aux hôpitaux dans lesquels j'avais travaillé au Rwanda avant de venir en Belgique. Donc, entre parenthèses, j'ai quitté le Rwanda en 1986 et donc je travaillais déjà dans le milieu hospitalier, plutôt dans des centres de santé ruraux. Et donc j'étais parti en Bolivie avec la curiosité de découvrir comment ils se débrouillaient pour soigner les malades avec très peu de moyens, venant d'un hôpital universitaire de Bruxelles et dans un domaine, je dirais plutôt pointu, parce que je travaille dans ce qu'on appelle l'unité stérile. C'est une unité où on fait des greffes de moelle pour des patients qui souffrent des cancers du sang, notamment la leucémie et d'autres maladies. Voilà, j'arrive en Bolivie et j'ai une chouette connexion avec les gens là-bas, les gens très très accueillants, un peu comme les Tunisiens. Je disais ça ce matin sans flatterie parce que je le ressens vraiment et c'est ce que je racontais à l'instant dans les écoles où j'étais très, très bien accueilli et ça allait au-delà de la littérature. Donc les gens m'ont très bien accueilli et puis c'est un très beau pays montagneux qui me rappelait le Rwanda et notamment il y a le Condor. J'ai fait l'expérience de marcher 3 jours dans la montagne, 3 jours et 2 nuits pour aller à la rencontre du Condor. Cet oiseau qui peut avoir une envergure de 3,50 m quand il déploie ses ailes, quoi. C'était impressionnant. Et puis dans tout ça, il y a une histoire quand même, une histoire douloureuse de l'esclavage qui n'est pas connue du grand public. Au XVIIe siècle, le colon espagnol est allé chercher des esclaves noirs en Afrique pour venir travailler dans une mine d'argent, la mine de Potosi, qui déjà depuis plusieurs siècles, depuis le 15e, 16e siècle, fournissait de l'argent à la cour royale espagnole, mais pas seulement, aussi à tout l'Occident en fait. Donc il y avait tellement de ce métal d'argent qu'on le ramassait à la pelle. Mais les conditions de travail dans cet endroit, à près de 5000 mètres d'altitude, le travail est tellement pénible parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et puis il fallait descendre dans la mine 4 mois sans remonter, quoi. Donc c'était vraiment... Et beaucoup de mineurs n'ont pas survécu à cette corvée. Et donc au XVIIe siècle, les indigènes n'étant plus suffisants pour aller creuser, ils ont été chercher des esclaves noirs d'Afrique et qui ont subi le même sort. Et à cette occasion de ma visite de la Bolivie, j'ai été visiter cette mine pour cette histoire-là. Parce que tu avais lu l'histoire. Voilà, j'avais lu avant de partir, je me suis un peu renseigné, je me suis dit tiens, cette histoire est intéressante, il faut que j'aille visiter cette montagne riche. C'est le nom qu'on donne à Potosi, tellement il y avait tellement d'argent. Et à ma grande surprise, en descendant dans la mine, dans les galeries, je n'ai rencontré aucun noir ou aucun métis dont les ancêtres pouvaient être des noirs. Et puis je me suis dit tiens, je vais en trouver en ville, et j'ai passé 2 jours à circuler dans la ville et je n'ai rencontré aucun noir. Donc la question, où sont-ils donc passés? Et on me dit qu'ils sont partis dans une région où il fait plus chaud, et la région des Yungas, c'est au-dessus de la capitale La Paz. Et je n'ai malheureusement pas le temps d'aller à la rencontre de ces personnes, de ces afro-descendants, mais je me jure de retourner un jour pour les rencontrer, pour en apprendre plus sur leur histoire. Voilà. Et quelques années plus tard, quand je commence à publier, donc ça veut dire en 2007, quand je commence à publier des livres, je me dis, tiens, je tiens une histoire là, vraiment c'est ce qui
je ne savais pas que j'allais l'écrire, mais voilà, je tiens mon histoire, je vais écrire sur l'histoire de ces Afro-Boliviens. Donc je retourne pour me documenter. Et donc le livre est parti de là. Et je ne l'ai pas écrit tout de suite parce qu'entre autres, il y a eu d'autres projets. Mais j'ai continué à me documenter. Surtout que dans la foulée, il y a l'Alliance française qui me donne l'opportunité de retourner en m'invitant en tant qu'invité littéraire des Fêtes de la Francophonie 2014. Et je retourne là-bas. Donc, et c'est, voilà, ma connexion avec l'Amérique latine s'est passée comme ça. Et puis j'ai été au Pérou, et puis au Panama, et puis en Colombie. Et puis en partant d'ici, quelques jours après, je vais retourner en Bolivie présenter le roman voilà, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, grâce encore une fois à l'Alliance française. En quête de nos ancêtres, donc évoque ces Noirs africains, enfin, d'origine, voilà. Qui sont en Bolivie. Qui sont en Bolivie, et en fait j'ai donné le titre « Enquête de nos ancêtres » parce que je me suis mis dans la peau de ces afro-descendants, et surtout aussi parce que la question d'identité multiple me fascine, parce que j'en suis aussi le résultat. Je suis rwandais de naissance, mais j'ai vécu plus de temps dans mon pays d'adoption que ce que je n'ai vécu au Rwanda. Donc je suis belgo-rwandais, et c'est quelque chose qui me traverse, et parfois les deux identités se disputent pour prendre un peu plus le pas sur l'un sur l'autre, et j'essaie de garder l'équilibre. Voilà, donc, et ces gens-là, des afro-descendants, c'est des gens qui sont très conscients de leurs identités d'origine, qui ont toujours à s'interroger sur comment ça se passait. Et quand ils voient un Africain qui arrive et qui vient d'Afrique en plus, ils sont très curieux de savoir comment ça se passe, comment se passent les cérémonies de mariage, comment se passent les cérémonies funéraires, comment toutes les... Et alors, même dans la musique, il y a des connexions qui se font, donc ils sont très heureux de rencontrer quelqu'un qui vient d'Afrique, peut-être l'Afrique qu'eux ils fantasment encore, qu'ils s'imaginent encore, mais qui a beaucoup changé, et que peut-être s'ils ont l'occasion d'y venir, ils seront déçus, parce que c'est l'Afrique qui part dans la mondialisation comme partout, et que cette Afrique rêvée n'est pas nécessairement l'Afrique qu'ils pourraient trouver s'ils y reviennent. Tu disais tout à l'heure que tu es infirmier. Tu as fait l'école d'assistants médicaux de Kigali, et puis tu as travaillé donc en Belgique et ailleurs, donc en Bolivie, enfin, et dans d'autres pays. Infirmier écrivain, c'est le premier que je rencontre, hein, je n'en ai pas rencontré d'autres. Comment est-ce que l'infirmier que tu es s'est mis à écrire et a voulu devenir romancier? Tu es toujours infirmier, hein? Toujours à temps plein à l'hôpital. En Belgique, donc. En Belgique. Oui. Et comment est-ce que j'en suis venu à l'écriture? En fait, j'ai longtemps pensé que c'était un hasard, d'autant plus que l'entrée dans la littérature a commencé, c'est vrai, par un hasard, parce que on est en 2003. Je me rends au Rwanda pour rendre visite à ma mère, qui était vivante encore. Et ma fille aînée avait 5 ans à l'époque. Elle me donne un petit cahier d'écolier, hein, les petits cahiers, pas A4, mais les plus petits. Et elle me dit, papa, je prends ce bic et ce carnet, tu vas noter tout ce que ma grand-mère va te raconter, parce que maintenant je sais lire et écrire, tu n'auras plus besoin de me raconter. Et c'est vraiment comme ça que ça commence. Je prends le petit carnet pour lui faire plaisir, parce qu'elle ne savait pas encore lire, bien entendu, elle commençait seulement. Mais dès que je monte dans l'avion, il y a comme une sorte de déferlement d'émotions, comme ça. Ça sort, et je commence à écrire. Et pendant tout le séjour, en fait,
Je ne l'ai pas arrêté, j'ai acheté un deuxième, troisième, quatrième, sixième cahier. Donc je reviens au Rwanda en Belgique avec 6 cahiers remplis. Et ces cahiers, je les rattache avec un élastique et je les range dans la bibliothèque derrière les livres, là où on ne voit pas derrière les rayons, et qu'on oublie parce que souvent c'est dangereux de mettre un bouquin derrière les autres parce que celui-là on l'oublie définitivement. Et je mets les petits carnets là derrière. Mais en rangeant, après un an ou deux, je retombe sur les carnets. Je me dis, c'est bête de les garder comme ça, je vais les mettre sur l'ordinateur. Donc je prends mon ordinateur, je commence à écrire avec mes 2 petits doigts là, je l'ai fait pendant 2 ans, 3 ans. Et quand j'ai fini le livre, le manuscrit de 600 pages, c'est devenu 300 pages tapées à la machine, sur l'ordinateur. C'est la promesse faite à ma C'est la promesse faite à ma soeur. Et puis, je range ça dans mon ordinateur, je n'y pense plus, sauf qu'un jour, comme on discute là maintenant, je raconte à un copain que j'ai écrit des trucs. Il me dit, qu'est-ce que tu écris, la poésie ou les nouvelles? Non, j'ai écrit un texte de 300 pages. Oh là là. Il dit, mais tu devrais le montrer à quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Jacquemin, je ne sais pas si tu l'as connu, il travaillait chez CEC, mais il est décédé il y a une dizaine d'années, c'est pas plus. Il dit, c'est un prof de littérature africaine, tu n'as qu'à lui présenter ton manuscrit, tu verras ce qu'il va te dire, il en connaît un rayon, peut-être il va, mais tu n'as qu'à lui dire. Alors je dis, non, je ne peux pas, c'est mon truc privé. Mon ami m'a dit, bon, tant pis, tu fais ce que tu veux, mais c'est un tuyau, si tu as envie d'y aller, tu peux aller le voir. Et j'hésite, alors il m'a titillé, donc du coup, quelques jours après, je contacte le monsieur, je lui dis, écoutez, tel m'a dit que vous étiez prof de littérature africaine, et j'ai écrit des trucs, est-ce que vous pouvez jeter un œil et voilà, il me dit, apportez-moi 25 pages, c'est suffisant pour me faire une idée sur un texte. Je lui apporte les 25 pages. Et voilà que le soir, il me rappelle, il les a lus dans une journée, le soir, il me rappelle en me disant, voilà, alors je tremblais, je me disais, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise, écoutez, chacun son métier, voilà, allez soigner vos malades, et pour écrire, c'est pour les autres. Mais non, il ne m'a pas dit ça, et ce qu'il m'a dit est devenu en fait déterminant pour la suite, parce qu'il m'a dit ceci, monsieur, ce que vous écrivez me semble intéressant, mais il y a du travail. Donc il l'a dit poliment pour me dire, c'est vrai que c'était intéressant, c'était peut-être gentil en tout cas, mais il m'a dit, il faut écrire, quoi. Ça c'est... Parce qu'en fait, il m'explique clairement, on regarde ensemble, j'avais parfois des phrases qui faisaient une demi-page, quoi, sans ponctuation, et voilà, j'utilisais parfois le même mot 30 fois sur une page. Donc il m'a appris à faire ce nettoyage, à découper les phrases, à chercher des synonymes. Et puis j'ai fait ça pendant encore 2 ans, 3 ans. Parce qu'entre 2003 et le livre a été publié en 2007, j'ai fait ce travail-là, mais avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Donc je relisais tout du début à la fin, et à la fin j'avais 15 pages à moins, et puis je relisais, j'en avais 20 en plus. Donc j'ai fait cet exercice pendant plusieurs années, et un jour, j'en avais marre, j'avais l'impression que je ne pouvais plus avancer, et je lui ai retourné le manuscrit. Il a lu et voilà, il me dit, maintenant je ne peux plus rien faire pour toi, tu as 2 options, ou bien tu le gardes dans ton ordinateur où tu fais une belle photocopie pour la famille, ou bien tu le proposes aux éditeurs. Oui, vous croyez? Il m'a dit oui, vous le proposez aux éditeurs, mais vous avez 0,00... moi, c'était pas pour me décourager, vraiment, c'était, vous avez très peu de chances, très peu de probabilité d'être publié pour un premier roman si vous ne l'envoyez pas à la poste. Voilà. Et donc, je passe plusieurs semaines à chercher sur Internet une maison d'édition susceptible de publier quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que j'avais écrit. Parce que vous pouvez trouver
un éditeur pour les bouteilles en plastique, un éditeur pour les vestes, un éditeur pour la poésie, pour le roman, pour tout. Et donc il fallait que je trie, et j'en ai pris une dizaine, et j'ai envoyé mon manuscrit par la poste. Et puis je n'ai pas attendu parce que je savais que je n'allais pas avoir de réponse. Voilà, je vous passe les détails, sauf que 2 mois après, je reçois un coup de fil. Mon éditeur des impressions nouvelles me dit: Monsieur Ngouanié, oui, eh ben, vous nous avez envoyé le manuscrit. Je dis oui, je ne me souvenais même pas de cet éditeur. Et voilà, donc on a aimé votre manuscrit, on voudrait vous publier. Heureusement que j'étais assis parce que en plus j'étais dans le plâtre, je m'étais cassé le tendon d'Achille. Et on a discuté pendant 5 minutes parce que je pensais que c'était une blague. On m'a dit non, non, demain matin vous venez à mon bureau, on va discuter des conditions parce que c'est sérieux, moi je voudrais vous éviter. Voilà comment ça a commencé. Moi je suis entré dans la littérature parce que je n'ai jamais, jusque-là, jusqu'au moment où il m'appelle, enfin, où je rencontre le professeur de français, je n'ai à aucun moment pensé écrire un livre et encore moins de le publier. C'est un truc que j'avais écrit. Et alors, pour vraiment dire d'où ça vient, l'origine de la littérature, c'est que au Rwanda, en tout cas à mon époque, on commençait à étudier le français en 3e primaire. Et lors de la première journée du cours de français en 3e primaire, j'ai tout de suite accroché à cette langue, à cette musique, à cette musicalité. Donc, de sorte que mes frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi, qui avaient des récitations qui venaient de Belgique à l'époque, j'allais me cacher et j'écoutais quand ils récitaient et je retenais phonétiquement ce qu'ils disaient et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors je restituais, ils étaient étonnés, je retenais même plus vite qu'eux, mais je racontais n'importe quoi parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et ça, c'est une étape. Et la deuxième étape, c'est en première année du secondaire, donc en première année du collège, je pense. Je rencontre un prof de français. Les profs, c'est quelque chose quand même d'important dans la vie d'un étudiant. Et c'est un prof qui me fait aimer le français. Il y avait déjà un terreau bien, mais il me fait aimer le français, comment structurer le français, comment il parle le français, comment j'ai aimé encore plus cette musique. Et voilà, donc c'est mon amour pour le français a commencé jeune, même si on n'avait aucun livre dans cette école, il n'y avait pas de bibliothèque, donc c'était théorique. Et j'ai en fait commencé en réalité à lire les livres quand je suis arrivé en Belgique avec beaucoup de boulimie. Parce que, donc déjà assez âgé. Oui. Ouais. À Kigali, quand j'étais encore à l'école secondaire, il y avait le centre culturel français et il y avait une bibliothèque qui était, ma foi, assez fournie, mais j'étais à l'école, j'avais pas le temps, je faisais beaucoup de stages, d'infirmiers, etc. Et c'est vraiment quand je suis arrivé en Belgique que j'ai commencé à lire de façon très boulimique les livres, me retrouver devant un panier de nourriture alors que j'avais faim, donc c'était un peu ça. Et donc, j'ai fait ça pendant, voilà, mon entrée vraiment à la littérature, c'était ça. Et le Muzungu, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, Muzungu, c'est... Muzungu, mangeur d'hommes, donc deuxième roman. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Le Muzungu, mangeur d'hommes. Le Muzungu, c'est un nom, un terme en Swahili et en Kinyarwanda qui veut dire l'homme blanc. D'accord. Donc le Muzungu mangeur d'hommes, c'est quelque chose qui tout est dans le titre et en même temps non, parce que mais ça raconte l'histoire d'un jeune couple hollandais qui va au Rwanda. La femme est médecin, elle a un contrat de travail et le mari l'accompagne. J'ai pris le pli de faire l'inverse de ce qui se passait, parce qu'à l'époque, c'était plutôt l'homme qui avait le contrat et la femme le suivait. Et ici, en tout cas de mon expérience, c'est comme ça que ça s'est toujours passé, c'est ce que j'ai toujours observé. Mais là, dans le livre, c'est maintenant la femme qui a le contrat et l'homme
la femme qui est médecin, qui va diriger un hôpital, mais un hôpital où il va être comptable, il va être directeur de l'hôpital, il va être directrice de l'hôpital, il va être chirurgienne de l'hôpital, il va tout faire. En fait, il va être accaparé par le travail et le mari va être très vite dans la nuit. Il faut qu'il trouve des solutions donc, pour s'intégrer. Et donc, ça raconte la façon dont chacun des deux va rencontrer cette culture et la façon dont ils vont se débrouiller chacun pour simplement continuer à... Donc ils vont apprivoiser cette culture et avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence et sur une vie de couple ou la vie professionnelle. Donc ça raconte un peu ça et avec des difficultés que ça peut comporter de rencontrer comme ça une autre culture et sans y être préparé, avec des préjugés et parfois ça peut faire des dégâts. Quoi. Le titre, ça s'explique comment? Alors, le titre, c'est parce que, et ça c'est une expérience vraie, et ça, je parlais des préjugés il y a un instant, donc en fait, par exemple, là où j'habitais, c'était la campagne chez moi, et à l'époque, il y a eu un agronome suisse qui est arrivé pour un projet agricole donc, et c'est un type qui avait des cheveux une barbe et des cheveux jusque là. Et donc il passait les journées à sillonner les collines pour les projets, accompagner les paysans. Sauf que souvent les vendredis soirs, ou même dans la semaine, parfois le soir, il prenait la voiture et la nuit tombée, il partait. Et on ne savait pas où il allait. Et donc il y a eu une sorte de mythe qui est né, qui voulait que ce type qui va attraper les gens, qui mangeait les gens, parce qu'il avait un look vraiment de hippie, avec des lunettes, de la barbe jusque là, et les cheveux qui n'étaient pas propres, qui avaient des jeans hyper sales. Et donc ce type-là, il est devenu, les gens le soupçonnaient de manger les gens, parce qu'il partait la nuit pour aller manger les gens. Comme quoi un mythe peut naître et se répandre, et ce type-là, le pauvre, on lui attribuait des morts qui n'existaient pas parce qu'il n'y avait personne qui avait disparu. Voilà. Et donc, finalement, le gars, il allait à la capitale rencontrer sa copine, sa fiancée qui était là, et simplement, quoi. Et donc, j'ai emprunté cette histoire pour parler de ce mari-là qui s'ennuie à la maison, mais finalement, qui va s'intégrer assez rapidement en apprenant la langue du Rwanda et puis en voulant aller à des cérémonies sur les collines, en apprenant à boire le vin de banane dont on ne connaît jamais la teneur en alcool parce que ça dépend de chacun, comme c'est artisanal, soit on ajoute beaucoup de ferments ou je sais pas quoi, et donc parfois il est saoul et il manque d'être noyé en traversant la rivière, etc. Donc il va s'intégrer dans la communauté, mais aussi par ce look qui a beaucoup de cheveux, et du coup je lui ai donné un tout petit peu voilà, le personnage que j'avais connu à l'époque quand j'étais enfant, donc parce qu'il y a une rumeur aussi qui va enfler, qui prétend qu'il mange les gens. Parce que vous voyez comment on peut penser que l'Afrique, les Noirs sont cannibales, qui mangent les gens, et nous on pense, là-bas, on pense l'inverse. Parce que les Blancs mangent les Noirs. Voilà, donc c'est ça les préjugés, et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que en fonction de là où on se situe, on peut... voilà, c'est un peu... ce personnage-là vient de là. L'apport de ta langue maternelle, l'apport de la culture africaine dans tes romans, est-ce qu'il est important, fondamental ou non? Alors, moi, c'est plus l'imaginaire. D'accord. L'imaginaire parce que je n'écris pas en Kinyarwanda et quand je fais, je ne fais pas de différence. Parce que de un, tout le monde avait le même niveau de vie. Donc on était tous des agriculteurs, des éleveurs ou des artisans potiers.
et on habitait par colline. Il n'y avait pas d'école à l'époque, donc le niveau de vie était quasi le même qu'on traverse 3 enclos pour aller vivre chez la grand-mère ou qu'on traverse la rivière pour aller chez les grands-parents maternels ou paternels, ça ne changeait pas grand-chose. Et c'était automatique en fait où le père arrivait le soir, il disait bon demain toi tu vas chez ta grand-mère maternelle, toi tu vas chez tes grands-parents paternels, etc. Et moi ça m'est arrivé à 5 ans, le père arrive le soir, il me dit demain tu vas chez mes parents, j'ai été vivre là-bas, j'étais content d'aller vivre chez ma grand-mère. Et en fait, cette tradition-là a été rompue à partir du moment où il y a eu l'école et que les gens commençaient à quitter la colline. Parce que si je vous croisais dans la rue, je vous demandais d'où venez-vous, qui est votre père, sans même dire le nom, vous me dites je viens de telle colline, eh ben, je savais qui était votre père. Donc mon nom, votre nom ne m'intéressait pas quand je vous croisais, quand vous étiez un enfant. C'était celui de votre père qui m'intéressait. On savait qu'on connaissait votre pédigré parce que vous habitiez telle colline. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça allait encore plus loin. Parce qu'au Rwanda, on n'a pas, traditionnellement, il n'y a pas de nom de famille. Par exemple, on est une fratrie de 6 enfants. Je suis le seul à avoir le nom de mon père et c'est anormal. Douanier. Douanier, c'est mon père. Mais aucun frère ni sœur ne porte le nom d'un douanier. Ah oui. Donc en fait, au Rwanda, on donnait le nom à son enfant en fonction des circonstances de naissance. Par exemple, mon enfant né aujourd'hui, je suis reconnaissant du service que vous m'avez rendu, je vais lui donner le nom qui rappelle cette reconnaissance. Ou bien je lui donne votre nom carrément, ou en tout cas je lui donne le nom qui exprime ma gratitude. Ou bien je donne un nom qui exprime une vengeance quelconque, que j'ai une rancœur envers quelqu'un. Ça allait parfois même loin que je vous donne mon nom parce que je soupçonne, je vous donne un nom parce que je soupçonne mon épouse de m'avoir trompé et que le fils n'est pas, ou la fille n'est pas, l'enfant n'est pas le mien. Je lui donne le nom par exemple qui veut dire Diamouandi, ça veut dire je t'accueille parmi mes autres enfants, mais je sais que tu n'es pas mon enfant. C'est catastrophique. Et ce nom-là te poursuivait toute ta vie. Parce que dès qu'on t'appelait, tous les adultes comprenaient ce que ça voulait dire. Les enfants ne savaient rien. Les enfants étaient contents de leur nom, mais tous les autres, les gens, pendant toute ta vie, ils savaient que ce n'est qu'adulte que tu découvrais en fait ton nom, ce que ça signifiait. Et ces noms apparemment sont interdits aujourd'hui dans la constitution du Rwanda, etc. On pouvait, par exemple, il y a des noms fréquents. À l'époque, il y avait des épidémies importantes avant la vaccination, etc. Et il y avait beaucoup de nouveau-nés, de morts-nés, par exemple, ou des nouveau-nés qui mouraient juste après la naissance. Et alors, pour tromper la mort pour l'enfant à naître, on lui donnait un nom d'un animal. Comme on dit en Belgique, il existait le chat, le chien, je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais au Rwanda, on t'appelait le chien ou le chat ou la hyène ou n'importe quel nom d'animal pour tromper la mort. Pour que quand la mort vient et qu'elle trouve que tu t'appelles le chien, va dire ok, je le laisse tranquille, c'est pas un être humain. Donc c'était un peu, c'est ça. Donc le nom avait une signification et moi, pourquoi mon père m'a appelé douanier, je n'ai aucune idée. Mais j'imagine, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander avant sa mort, mais je le soupçonne d'avoir, comme on habitait tout près d'une paroisse, avec des missionnaires hollandais, des médecins, des pasteurs, je soupçonne qu'un jour ils lui ont dit et mon gars, il faut donner quand même ton nom à tes enfants, c'est pas normal, on doit pour la filiation, etc. Et bien, à ce moment-là, pour leur faire plaisir, ou bien par conviction, il m'a donné son nom, ce qui n'a plus été le cas pour ceux qui sont venus après moi. Donc il n'était pas si convaincu que ça, donc je suis le seul à porter le nom de mon père. Voilà, ça c'était une tradition. Et j'ai appris quand même que la tradition des noms
d'animaux ou des choses comme ça, on le partage avec la Tunisie. Oui. Il y a aussi une histoire... C'est souvent des mots répulsifs, des noms Voilà. répulsifs, c'est-à-dire des haïfa ou des choses comme ça, des noms... des répugnants. Ou qui... Voilà, J'ai entendu... Pour que la mort ne prenne pas l'enfant. Voilà. Mais là aussi, c'est ancien, ça. Je pense que ça n'existe plus. Mais, oui. Mais ça a existé longtemps, oui. Et alors, j'ai fait cette histoire. Je ne sais pas si Anne, tu as visité le musée de Tervuren dans sa nouvelle version. On ne voit pas toujours, mais il y a des capsules qui tournent dans le couloir, et notamment, il y a une capsule où je parle de ce sujet-là. Ah, oui. Pour le thème de notre concours cette année, donc la musique et bruit du monde, c'est ça le thème du concours. Quelle est ta perception de la musique? Est-ce qu'il y a la musique dans les romans? Dans un des extraits que j'ai lus, il y a donc en Bolivie là, quelqu'un qui joue d'un instrument et qui chante, etc. Donc la musique, j'imagine aussi que la musique africaine, le reggae, etc., bon, ce sont des choses auxquelles tu t'intéresses. Oui, la musique m'accompagne depuis tout jeune. Et voilà, et donc je ne peux pas vivre sans musique. Et d'ailleurs, dans chacun de mes livres, il y a une partie de la musique. Que ce soit dans La Promesse, il y a les danses le soir, il y a de la musique, je parle de la musique de la rumba congolaise, il y a toujours de la musique. Que ce soit dans le Muzungu, il y a de la musique, et que ce soit dans Plus fort que la hyène, il y a la musique, parce qu'il y a un enfant qui est initié par son père à jouer un instrument de musique, l'inanga, qui est un instrument rwandais, une sorte de sitar rwandaise. Et puis dans d'autres aussi, dans les nouvelles que j'ai publiées. Et puis ici, spécifiquement, il y a la musique afro-bolivienne. Il y a la danse, la saya, qui est une musique très entraînante, empruntée des ancêtres africains. Et il y a aussi ce fameux instrument, le poète qui chante en jouant un instrument qui s'appelle la kwancha, que j'ai découvert là, une sorte de bambou. Il frotte avec un morceau de bois et qui accompagne la danse, la saya, la danse des esclaves noirs. Et voilà, la musique est omniprésente tout le temps chez moi. Et c'est pour ça que ce thème de cette année, moi, me convient parfaitement, dans le sens où tout est musique en fait. Et que même pour les jeunes, je trouve que c'est un thème qui est impeccable pour les jeunes, parce que les jeunes écoutent la musique tout le temps. Et parfois, quand ils me disent, mais nous, on ne sait rien écrire, nous, on n'est pas écrivain, comment voulez-vous qu'on écrive? Alors, je leur dis, mais qu'est-ce que vous écoutiez le matin en venant dans vos écouteurs? Qu'est-ce que ça vous racontait, cette musique? C'est soit du rap, des musiques très, très modernes, très actuelles, qui parlent de la révolte, qui parlent de la condition de vie des jeunes, etc., de l'incompréhension avec les adultes, et tout ça. Je dis, mais ça, mettez sur papier, quoi, c'est votre vie. Et je leur demande d'oser enlever des couches, hein, de se déshabiller un peu. Parce que c'est un peu ça, je dis, voilà, à partir du moment où vous osez mettre ça sur une feuille, c'est vrai que c'est pas facile, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous déshabiller, de montrer votre intimité aux gens, mais vous le faites déjà tellement tout le long de la journée avec les smartphones, pour se dénuder physiquement et tout ça. Les jeunes, hein, ils n'ont presque pas de pudeur. Hein. Donc, mais ce qui reste, c'est se dénuder par les mots, par les émotions. Et je leur dis, non, vous dévoilez tout le long de la journée. Quand on voit vos profils, vous êtes en train de raconter toute votre vie, même la plus intime. Et ici, c'est plutôt faire voyager vos imaginaires, écrivez ce qui vous révolte. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un thème magnifique pour les jeunes, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de participer à ce thème de cette année, à ce concours. Peut-être une dernière question, parce que nous sommes devenus très peu nombreux.
tu dis quelque part que ton écrivain préféré, c'est Gabriel García Márquez. Donc un écrivain d'Amérique... De la Colombie. De la Colombie, exactement. Comment tu l'as découvert et puis quel rapport entre ton œuvre et la sienne? En fait, Gabriel García Márquez, je l'ai découvert quand j'ai décidé en fait d'écrire sur l'Amérique latine. J'ai cherché des auteurs d'Amérique latine et le premier comme conseil c'est Gabriel García Márquez et on me parle de 100 ans de solitude, le plus gros, une sacrée brique et je l'achète et en fait il m'a fallu quand même passer 200 pages pour commencer à... Parce que pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un livre qui... Tu as acheté la version française, donc. Oui. La traduction en français. En français, parce que c'est quand même... il égrène des prénoms, le même prénom pendant tout le temps, le même prénom. À un moment donné, je me dis, mais... Figure-toi que je l'ai renseigné, moi, donc... Et donc en littérature comparée, oui. Wow. Et puis, passer les 200 pages, et puis je m'étais... voilà, je m'étais familiarisé à cet univers. Et c'est quand même une sacrée brique. Et puis je l'ai lu, et puis je l'ai relu. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, cet aspect, c'est la notion du réalisme magique. Ouais. Donc, essayer d'introduire un peu la magie, un peu parfois l'absurde dans la réalité, quoi. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien aussi, dans ce que j'écris, j'aime bien aller interroger les morts, par exemple, pour s'imaginer s'ils nous écoutent, parce que moi, je suis convaincu qu'ils nous écoutent quelque part, et que qu'est-ce qu'ils penseraient de ce qu'on raconte, par exemple. Et parfois, je les amène dans le débat pour qu'ils nous disent, ils nous donnent leur point de vue. Et puis, j'aime bien cet aspect c'est une littérature qui s'enracine dans une culture, dans une région, dans sa région d'Aracataca, là, près de Santa Marta, tout en haut, en Colombie, un endroit où j'ai été, qui s'enracine vraiment là-bas et qui parle des gens, qui parle des... c'est une fiction, mais qui parle des vrais gens de là-bas. Et moi, j'aime bien cette littérature qui me fait découvrir l'identité d'un endroit. Et voilà. Donc, puis j'ai lu beaucoup d'autres bouquins à lui, donc c'est un univers qui me... J'aime beaucoup d'autres auteurs, je suis très éclectique. Mais voilà, je le cite en exemple parce que je pense que c'est vraiment le livre qui m'a fracassé par son intensité, par son... puis sur son univers, parfois des choses qu'il raconte, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est tellement loufoque, mais voilà, moi j'adore. Et les écrivains africains, donc... Oui, les Africains, donc j'en lis, ça va d'Okuruma à Senghor, en passant par Mbolo Game, en passant par, je sais pas moi, il y a Mabankou, il y a Jack, et certains sont des amis, donc je lis leurs bouquins, je les suis depuis longtemps. Mais c'est fort varié, je lis beaucoup des auteurs africains, sans nécessairement dire que tel est mon modèle. Et en fait, ça aussi, c'est ma personnalité à moi. Il m'arrive souvent d'être dans des rencontres d'auteurs, dans des salons, et souvent les auteurs sont là en train de raconter leurs références. Moi j'ai lu tout ceci, j'ai lu tout cela, et donc si tu n'as pas le malheur de n'avoir pas lu tel, tu n'as encore rien lu, tu n'as encore rien compris à la littérature. Donc cet aspect-là d'égocentrisme, comme ça, des auteurs pour vanter leur ego, moi j'ai lu, oh là là, c'est merveilleux, il faut le lire absolument. Il y a tellement de gens à lire qu'on peut aimer les Russes, l'un aimer l'un par l'autre,
Il y a parfois qui disent waouh, celui-là, ça me tombe des mains, alors que il parlait des frères Karamazov, et que l'autre il dit ça c'est ma référence, et que donc moi je dirais que ma référence à moi, c'est les contes de ma grand-mère. Je pars de cette oralité, moi. Et Ma grand-mère paternelle. Paternelle. Ouais. Parce qu'en fait, quand je vivais chez elle, dès l'âge de 5 ans, tous les soirs, on était une dizaine dans la maisonnée, et chacun à son tour racontait une histoire avant d'aller dormir, tous les soirs. Même les enfants. Tous les soirs, même moi. On commençait par moi d'ailleurs. Voilà, toi le petit, tu démarres. Et il n'était pas question que je me répète. Vous répétez, on dit non, non, non. Même quand c'est un peu semblable, non, 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 on recommence. Donc tous les jours, de 5 à 10 ans, j'inventais une histoire. Donc j'ai appris auprès des adultes qui étaient là à raconter des histoires, des contes et des contes et des contes. Et pour moi, c'est ça ma référence. Parce que moi, je ne suis pas un auteur qui écrit dans la douleur, moi, j'écris comme je respire, j'écris par rapport à la vie réelle, à ce que je rencontre. Et je fais promener mon imaginaire dans mes expériences. Là, je suis en train d'écrire un livre, là, ici, à Tunis. Pour moi, c'est ça. C'était ma dernière question, en fait. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment? Voilà. C'est un roman aussi. Là, je viens de passer 4 mois à Kigali, une résidence d'écriture. J'ai pris 6 mois de congé sabbatique pour écrire un roman qui me ramenait sur mes terres. Et donc, en fait, ça faisait un moment que je voulais écrire ce sujet, les racines, le retour. Et en fait, pour vous dire, depuis 35 ans, je ne suis plus retourné au Rwanda plus de 3 semaines à la fois. En résumé, je partais comme n'importe quel touriste, je faisais le tour, que ce soit en famille ou seul, je visitais les parcs naturels, j'allais au bord du lac Kivu, j'arpentais les collines, et puis 3 semaines c'était terminé, je retournais en Belgique. Et donc finalement, c'est en retournant ici pour 4 mois que je me suis rendu compte que le fil qui me reliait avec le pays était tellement distendu, presque à se rompre, et qu'il était temps que je revienne pour me reconnecter. Et là, ça m'a fracassé de vivre cette expérience et de retrouver vraiment ma terre, de retourner parce que je suis retourné sur les lieux, le lieu de la naissance de mes parents, ma mère et ma mère, de mes grands-parents. Je n'y étais plus retourné depuis 40 ans. Quand je retournais, je n'allais pas jusque dans ces campagnes où il n'y a plus personne. On a nos terres qui sont là, mais il n'y a plus personne, donc je n'avais pas envie de retourner. Mais en y retournant, là, je me suis rendu compte à quel point les racines étaient quelque chose de très important. On se détache jamais de ses racines. On peut vivre sa vie ailleurs, mais les racines, c'est quelque chose d'hyper important. Et ce roman, donc j'ai écrit un roman que j'ai terminé, mais qui est dans mes terroirs. Je ne suis pas pressé de le donner aux éditeurs, et c'est ça l'avantage aussi que j'ai, c'est que je n'ai pas d'obligation, je n'ai pas de deadline pour parler anglais, pour rendre ce roman. Donc, je le laisse mûrir, peut-être je vais le retravailler pour le donner à un éditeur. Mais c'est un moment vraiment particulier de retourner pour écrire sur mes origines. Et j'en termine avec ça, c'est que ce roman est né en fait l'année passée en 2020. J'étais au Rwanda pour des ateliers d'écriture dans une université. Et en fait, j'ai dû partir d'Ardar en Belgique parce qu'on nous a demandé de partir parce qu'on allait fermer les frontières. C'était au début du Covid. J'ai quitté le Rwanda le 11 mars, on fermait les frontières belges le 16 mars 2020. Et pendant ce voyage, je suis retourné à l'endroit où je suis né, mais d'où on avait déménagé déjà quand je vivais même au Rwanda. Et à l'entrée, là où il y avait l'entrée de notre enclos à l'époque, mon père avait planté un cactus, un arbre. Et
cet arbre a vieilli, c'est un arbre qui doit avoir 70 ans, 70 ans. Et cet arbre est toujours là. Il n'y a plus rien sauf cet arbre. C'est quand même très symbolique. Et donc, je me suis dit, cet arbre a des choses à me raconter. Il a tout vu, des jolies choses, des choses atroces. Et c'est un arbre qui peut tout me raconter. Donc, je vais lui faire raconter des choses. Voilà, comment est né le roman. Ce cactus, ça s'appelle Ikira Ankinyarwanda. Et c'est le titre provisoire du roman, mais ça part de cet arbre-là, qui j'imagine a vu des choses tout le long de sa longue vie, et je me souviens que quand on était enfant, je me suis souvenu quand on était enfant, vous savez, le cactus a une sorte de sève comme ça blanche, et qui est toxique pour les yeux d'ailleurs. On met en garde les enfants de s'approcher de ce, parce que si la sève va dans les yeux, ça peut être dangereux. Et je me souviens quand on était petit, on défiait les parents, quand ils étaient distraits, on allait gratter pour apprendre à écrire nos prénoms. Et donc on faisait saigner le truc, et ça ne s'efface pas, les cicatrices. Eh ben, je suis allé rechercher, il y a eu des couches là-dessus, mais ces cicatrices existent toujours. C'est quand même incroyable, la nature. Il y a ton nom sur l'arbre, non? Je n'ai pas vu le nom exactement, mais les cicatrices, j'ai été à la recherche, il y a des traces de nos cicatrices sur cet arbre-là, et voilà. Donc j'ai écrit un roman à partir de cet arbre-là, et ça c'est mon prochain roman, et puis il y a d'autres projets, et surtout des textes, et ça c'est un volet dont peut-être sur lequel je ne m'exprime pas souvent, c'est que j'écris des textes aussi qui sont en rapport avec mon métier, parce que mon métier est intimement lié à mon écriture, parce qu'il n'y a pas un de mes livres où je ne parle pas du domaine médical, que ce soit les personnages, que ce soit les lieux, il y a toujours le milieu médical, mais j'écris aussi des textes spécifiques qui vraiment parlent du monde de l'hôpital, pas nécessairement les maladies, mais les relations avec les collègues, hein, des histoires d'amour qui naissent entre collègues à l'hôpital, et le rapport à la hiérarchie, des histoires qui se passent sur mon chemin de l'hôpital, entre mon domicile et l'hôpital, parce que je fais toujours les transports en commun à Bruxelles. Donc il y a tellement de choses qui se passent sur mon trajet. Et j'ai récemment publié un texte sur une vieille dame qui vient nourrir les chats autour de l'hôpital, 365 jours sur 365 jours. J'ai mis 2 ans à gagner sa confiance pour qu'elle me parle, parce qu'elle déteste les gens, elle déteste les étudiants, parce que c'est sur le site universitaire, ils font trop de bruit, ils dérangent ses chats. C'est pas ses chats, elle. Elle fait des kilomètres en métro pour venir nourrir les chats tous les soirs. Elle en a plein chez elle, plein son appartement, et il est déjà tombé plusieurs fois pour venir, en venant en hiver, en venant nourrir ses chats. Il a eu des fractures de toutes sortes. Et je me suis rendu compte que cette femme, c'est une ancienne employée de l'hôpital, et qu'elle était chargée des salaires des employés de l'hôpital. C'est magnifique, hein? Voilà, donc ça c'est... Et puis, ça fait 20 ans que tous les matins, ou tous les après-midi, quand on me fait un rapport, quand je commence mon travail, je fais tous les jours un dessin. Un dessin naïf que je fais à la volée comme ça, d'une traite, et qui est souvent accompagné par un mot qui caractérise un peu l'ambiance. Ça peut être une courte phrase, ou ça peut être, et pour certains, un dessin. Ils m'ont tellement inspiré que j'ai fait des textes, des nouvelles, déjà. Donc ça fait plus ou moins 20 ans que je fais ces dessins. Et, encore une fois, une histoire de carnet. Et l'année passée, je tombe malade du Covid. Je suis confiné chez moi pendant une semaine. Et l'idée m'est venue de retrouver ces carnets. Et j'ai repris tous ces carnets et j'ai photographié les dessins pour les mettre dans des dossiers. Et j'ai plus de 1500 dessins. Donc, je pense que je vais en faire un projet, mais je ne sais pas quand. Ça peut me mettre plusieurs projets, parce que si c'était un livre, peut-être c'est 50 dessins ou 20 dessins. Et puis, pour arriver à 1500,
j'en ai pour toute une vie pour faire un... Voilà, je ne sais pas encore comment je vais les rendre, mais c'est un projet auquel je commence à penser sérieusement. Voilà, vous savez tout. Merci.